Oui, je réponds au nom de Njasep Mathieu, secrétaire particulier du camarade Ernest Ouandjé, qui a été fusillé à Bafoussam le 15 janvier 1971. Justement, il a été fusillé le 15 janvier 1971. Parce qu'après notre arrestation, nous avons été condamnés à mort, 6 personnes. Lui, Ernest Ouandjé, Monseigneur Ndokmo, Ouamou le Courant, Takala Célestin, Faucine Raphaël et moi. C'était le 5 janvier 1971. 10 jours après, donc le 15 janvier, on est venu prendre 3 personnes, dont Ernest Ouandjé, Faucine Raphaël et Ouamou le Courant, pour aller fusiller à Bafoussam. C'était là. La sentence. Et puis après le fusillage, on a dit que notre condamnation est commise à vie. Et c'est après à vie qu'on va ramener ma condamnation à 25 ans. Oui. Que j'ai purgé avant de sortir. Ernest Ouandjé était un leader de l'UPC. Parce que quand Roland Pré est venu ici en 1955, commençait à tuer les UP6. Momé, Ernest Ouandjé et King, ils ont réussi à gagner le Cameroun occidental. Et 2 ans après, en 1957, le gouvernement britannique les a chassés. Ils ont donc regagné l'extérieur. Et c'est en 1961, en juillet, mi-juillet, je pense le 21 juillet, que Ernest Ouandjé va regagner l'intérieur. Parce qu'il n'y avait plus un leader politique à l'intérieur, puisque Oumyobé a été assassiné en 1958, 13 septembre, si je me souviens bien. Et Moumi aussi a été empoisonné en Suisse par un agent français, un secret français. Et il restait donc King et Ernest Ouandjé. Or, King était malade parce qu'il avait beaucoup aussi subi les tortures de la part des colons. Et c'est Ernest Ouandjé qui devait donc rentrer à l'intérieur comme leader politique pour continuer la lutte. C'est ainsi qu'il est rentré et il nous a trouvés. J'étais déjà sous Maquis en 1961. Et quand il est rentré, donc, il a commencé à demander. Il a d'abord fait une assemblée populaire pour prendre l'atmosphère du terrain. Et il a mis sur pied un comité révolutionnaire qui remplaçait la direction de l'UPC qui a été dissoute depuis. Et cette assemblée comprenait 7 dirigeants. C'était une direction provisoire de l'UPC. Et lui-même était président, King est le vice. Il y avait Wungli Massanga, et Ndo Michel, Ndiaweni Kanor, Osenda Afana, Ndongo Ndjie.
Et c'est ainsi qu'il a continué à réorganiser la lutte sous Macky. Mais la première assemblée là a été contestée par ses camarades de l'extérieur. Parce que le bruit courait que dès son arrivée ici, il a été assassiné. Et ça a fait que ses camarades de l'extérieur étaient divisés. Et il a encore fait une autre assemblée en 1963. C'est en 1962 qu'il a fait la première assemblée là. En 1963, il a fait encore une seconde assemblée pour confirmer celle qu'il a fait premièrement. Et il a pris les photos pour envoyer à l'extérieur, pour prouver à ses camarades qu'il est bien vivant et que c'est lui qui avait fait l'assemblée de 1962. Bon, et cette deuxième assemblée, cette assemblée de 1963, c'était le comité révolutionnaire. Ce comité révolutionnaire s'appelait le comité de front. Il faisait allusion au comité de base qu'on a souvent en saison de paix, appelé comité révolutionnaire. Comité de front, plutôt, parce qu'on était au front. Oui, c'était un comité où les combattants, souvent, se retrouvaient pour discuter les problèmes de leur lutte. Ils faisaient la critique, l'autocritique, et puis ils se posaient des questions de lutte. C'était ça. Et après ça, il a aussi mis sur pied une école de cadres du parti, sous Macky, où il formait les combattants pour les envoyer dans les unités de base pour former les autres. Et nous étions dans son secrétariat, nous étions les premiers à être formés dans cette école de base. C'était ainsi. Mais il avait des difficultés aussi pour avoir les enfants qui étaient lettrés qu'on devait lui envoyer. Parce qu'il demandait que les chefs des unités de l'ANK lui envoient les enfants qui étaient lettrés un peu. Et il avait des difficultés, on ne voulait pas envoyer. Moi-même, il a demandé qu'on m'envoie chez lui. C'est 3 fois que je suis parti, parce que la première fois, on a dit qu'on ne connaissait pas un enfant qui était lettré dans notre base. La deuxième fois, on a refusé. Pour la troisième fois, on a envoyé les enfants qui me connaissaient bien. Ils ont dit que nous sommes venus chercher Joseph Mathieu. Dans ce temps que mon chef a cédé. Et je me suis donc retrouvé chez lui en 1962. Alors, il m'a donc pris au secrétariat. J'ai rencontré les autres camarades qui étaient au secrétariat, tels que Makambentolo Adolphe, qui était décédé, paix à son âme, celui qui était notre chef de secrétariat. Et les autres aussi. Il y avait aussi Numbessi, Daniel. Il était mort sous Macky de maladie. Nous étions à peu près 5. Nous étions les premiers à être formés. C'est à peu près cela que je peux dire. On avait d'abord le poste avec un chef de poste et puis un chef de camp. Après le poste, il y avait un chef secteur. Le chef secteur comprenait plusieurs postes. Selon les effectifs, il pouvait avoir même 3 ou 4 postes sous lui. Et puis après le chef secteur, c'était le district.
Et le district donc, avait les chefs sectaires sous lui. Après, le district, c'était alors le chef d'état-major qui avait les commandants des zones en tête. Donc, l'armée était bien organisée. L'argent, on n'avait pas... L'argent au départ, n'est-ce pas, quand l'UPC était au village, n'est-ce pas, ce sont les militants qui donnaient de l'argent. Ce sont les militants qui donnaient, parce que la lutte a commencé quand nous étions encore au village. Nos papas, nos mamans, même les enfants qui étaient dans la jeunesse cotisaient, hein. On cotisait. C'est cet argent-là. Et après ça, l'argent, c'est quand on faisait la guerre qu'on pouvait avoir de l'argent. C'est tout. Mais Monseigneur Ndokmo, c'est quelqu'un qui était... On pensait qu'il était vraiment sympathisant à l'UPC, puisque quand il était même dans les années 60, il écrivait même un journal, là, l'essor des jeunes. Et ses écrits étaient bien quand même. On lisait ça. Et le directeur de ce journal, c'était Lingo. Je pense Célestin, si je me souviens bien. Et quand le camarade Ernest est rentré de l'extérieur, Monseigneur Ndokmo le rencontrait, ce n'est pas qu'il l'a rencontré seulement en 65. Il le rencontrait depuis son retour. Et finalement, il rencontrait aussi Aïdjo. Il disait à Aïdjo qu'il voulait faire sortir le camarade Ernest. Mais le camarade Ernest Rwandais lui donnait les conditions qu'il faudrait une amnistie de poursuivre les gens qu'on avait chassés et qui sont partis à l'extérieur. Après cela, qu'il y ait les élections libres dans le pays. Donc, disons que c'est ce qu'on demande à tout moment maintenant, la démocratie. C'est ça. Mais Aïdjo ne voulait pas. C'est ce qui avait fait que Ernest ne cède pas. Oui, justement, comme Ernest était à l'intérieur, nous avions un camarade qui faisait la liaison entre nous et l'extérieur. Se nommait Fermeté. Et il a été arrêté. Et comme Ndokmo était en contact avec le camarade Ernest Soumaki, il a suggéré que, comme notre agent de liaison est arrêté, lui, il peut nous aider. Chaque fois qu'il sort, il peut rencontrer les camarades du dehors. Et s'ils ont quelque chose à transmettre au camarade Ernest, il va prendre et puis revenir lui dire. Et vice-versa. C'est comme ça. Et c'était comme cela que lorsque la guerre devenait très très difficile, les camarades de l'ICA avaient décidé que le camarade Ernest devrait sortir, venir les rencontrer pour qu'ils décident, pour qu'ils étudient comment ils allaient faire pour lancer la lutte. Parce que l'insécurité régnait beaucoup en 70 là, jusqu'en 70 là. Bon, et Monseigneur donc a accepté qu'il devrait venir le prendre pour le faire sortir. Et le camarade Ernest avait dit qu'il devait partir avec moi. Le rendez-vous fut fixé alors à Mélon, au petit séminaire à Mélon. Et
nous y sommes rendus, c'était au mois d'août. Nous nous sommes rendus au lieu dans la journée et nous avons campé dans le champ. Et au milieu de la nuit, il est venu dans sa voiture. Il a klaxonné. Le camarade Ernest et moi, nous sommes sortis le rencontrer. Et nous avions laissé les camarades les combattants qui nous avaient accompagnés. Alors donc, il nous a pris dans sa voiture, il nous a amenés à l'évêché, en Konsamba, où nous avons passé la nuit. Le lendemain, il nous a amenés dans la soirée à Mélon, au petit séminaire, et il nous a confié à un prêtre qui était là. Après cela, il est reparti. Il nous dit qu'il revient. Il a fait, je ne sais pas si c'était 2 ou 3 jours comme ça. Et il est revenu nous prendre cette fois-ci pour nous amener à Maleke. Maleke, c'était un quartier de Mbanga, chez un de ces catéchistes là-bas, la nuit. Puisque l'insécurité régnait, on marchait toujours la nuit. Mais on ne le contrôlait pas, puisqu'on savait qu'il était l'évêque, on ne le contrôlait pas. Bon, il nous a amenés là-bas, il a causé avec son catéchisme à l'écart un peu, et après il est venu nous prendre, nous amener dans une plantation de café, de caféiers. Et là-bas il nous a laissés, il nous dit qu'il revient. Il est parti pour de bon, et nous sommes restés là quelques jours, sans le voir, sans. Et puis, nous avons voulu nous déplacer pour voir si, par mesure de sécurité, de prudence, pour voir ce qui ne va pas. C'est en ce temps-là que nous avons vu que nous étions encerclés par les populations civiles et les militaires. Nous avons tenté de nous échapper et finalement, on a mis main sur nous. J'ai été arrêté le premier par les populations civiles. Je ne sais pas si je peux appeler ça la chance parce que les militaires étaient loin. Et les populations civiles d'un côté aussi. Et ce sont eux qui m'ont arrêté le premier parce que j'avais un mal, j'avais une plaie au pied ici et je portais nos 2 sacoches. Donc le camarade Ernest avait réussi à partir et les populations civiles m'ont arrêté et m'ont conduit alors au commissariat de Mbanga. C'est là qu'on a commencé à nous torturer et puis à poser des questions. Après Mbanga, on m'a conduit à Bafoussam, à la B1M de Bafoussam. Et de là, on me dit que je devrais conduire les militaires en brousse pour montrer là où nous étions. Malgré le pied qui faisait mal, j'ai essayé d'aller avec eux, mais on a fait 1 semaine sans trouver quelqu'un, sans trace. Et on est rentré. On est rentré maintenant, on m'a amené à... On m'a amené d'abord ici, on m'a amené à Yaoundé, à la B1M de Yaoundé. C'est là que je rencontre, parce que étant en brousse, le chef qui avait conduit la troupe, 6 jours après, puisqu'il avait un récepteur, un émetteur-récepteur, il m'a dit qu'on a arrêté le camarade Ernest Wandji. Donc, puisqu'on a fait 7 jours là-bas, on est sorti donc, à la B1M de Yaoundé. C'est là que je l'ai vu. Et là aussi, j'ai vu Monseigneur Ndongmo. On me dit qu'il revenait de Rome. Et on l'a pris quand il descendait de l'avion. C'était là l'histoire et les enquêtes ont commencé jusqu'au verdict, comme vous avez suivi. Le procès, n'est-ce pas, on nous avait mis dans des cellules, non, on nous avait distribué dans des cellules différentes. Et puis,
On pouvait vous interroger peut-être chaque jour ou après 2 jours. Il y avait une chambre là, une cellule qu'on appelait chapelle. C'est là qu'on partait vous interroger. Et c'était une chambre de torture. Parce qu'à l'intérieur, il y avait le courant, il y avait la balançoire, il y avait beaucoup de choses, même des bâtons pour vous taper, pour former les points comme ça, on cogne dessus. On vous tape comme des... quoi, je ne sais pas. Et puis le courant, on vous met le courant sur les parties sensibles du corps, hein, sur le sexe, sur les bouts des doigts, tout ça. Je ne peux pas vraiment dire, c'était terrible. Et puis chaque jour que vous devez, comme on doit vous interroger, vous passez d'abord le matin dans la chapelle, hein. On vous torture d'abord, avant qu'on aille vous interroger. C'était pour vous intimider, pour que vous puissiez accepter ce que vous n'avez même pas fait. Donc, c'était au mois d'août. Du mois d'août jusqu'en décembre, presque fin décembre, vers le 25-26 décembre, que les enquêtes étaient finies. Il fallait, chaque fois qu'on veut vous interroger, vous passez d'abord à la torture. Hein. Ouais, donc, ce n'était pas facile. Moi, j'ai fait 3 ans et quelques, avec les chaînes aux pieds. Et puis, les menottes. 6 mois avec les chaînes et les menottes. Après, le jugement, qu'on m'a enlevé les menottes, on m'a laissé les chaînes que j'ai traînées pendant plus de 3 ans. Du mois d'août 1970 au mois de mars 1973. Alors, c'est quand on me transférait au nord qu'on a appelé, qu'on est venu me déchaîner et me dire de monter dans la voiture pour qu'on m'amène. Non, pas devant nous. On est venu les prendre dans la B11. On est venu un grand matin. Comme nous étions dans les cellules différentes, j'entends dire, monsieur Wanye, levez-vous, on le prend. On descend, on dit, monsieur Wambo, le courant, on prend. On appelle fossile. Moi, j'attendais que peut-être on allait aussi arriver chez moi, parce que je savais que c'était déjà pour aller tuer. C'était que c'était déjà un mauvais jour. Parce que j'avais rêvé cette nuit-là. Un monsieur qui m'a appelé, il avait une épée comme ça. Il me dit, viens ici, je viens, je veux venir. Il se faisait l'épée comme ça là. Brusquement, je vois une vieille maman qui est assise à côté de moi. La vieille maman avait les cheveux blancs. La vieille maman le gronde. Il dit, ne fais pas du mal à cet enfant-là. Alors il a remis l'épée dans le fourreau. Il me regarde comme ça, il secoue la tête, il fiasse. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, comme moi je suis un chrétien, je me suis levé, m'agenouillé. J'ai prié jusqu'au matin sans me lever. Et c'est le matin quand j'ai entendu comment on est venu prendre les 3 là, sortir, que moi je me suis levé. Donc je savais qu'il y avait quelque chose de mal qui allait se passer. Donc c'est le soir alors, vers 18h30, le commissaire est rentré de Bafoussam. Il m'a appelé au bureau. Il nous a appelé au bureau. Il m'a appelé au bureau. Il nous appelait un à un. Monseigneur Dokmoumou, Taka Sezvin et moi, pour nous dire qu'on nous a graciés à vie, que notre peine de mort est commuée à vie. Qu'ils venaient comme ça de Bafoussam fusiller les autres. C'était comme ça. Moi, j'ai dit qu'on m'a, après, en 1973, on m'a amené à Tignéré, une prison qui était en Brousse là-bas. C'est là-bas que j'ai fini toutes les autres années. C'est là-bas. On m'a amené vers Ngaoundéré. De Ngaoundéré, on m'a conduit là-bas. J'étais avec Takala, puisqu'on restait avec lui là-bas. Monseigneur, donc le pape l'avait demandé pour l'envoyer au Canada.
quand je suis arrivé avec Takala à Tignière, on a dormi une nuit là-bas et puis on l'a envoyé à Bagno. C'est là aussi qu'il a fini quelques années. Mais lui, il a été libéré en 1975. Nous faisions 5 ans, on l'a libéré. C'était comme ça. Mais c'était terrible, puisque quand je partais, il y avait une lettre derrière moi. On a dit que je suis un élément très dangereux, à suivre de très près, qu'on devrait me confier au sous-préfet pour qu'il m'amène en prison. Et que le gendarme qui m'a conduit là-bas ne devrait pas m'amener directement en prison. Et c'est ce qu'on a fait. Le sous-préfet lui-même m'a pris, donc m'a amené en prison, appelé l'intendant, le gardien chef et le gardien de les réunir. Il leur a dit de me fouiller bien. Ils ont fouillé, ils disent, voilà ta cellule. En aucun jour, je ne veux pas entendre que tu as mis pied devant la porte là. Et montrer comme ça la porte d'entrée en prison. Dit que s'il entend que j'ai mis mon pied seulement devant la porte à l'intérieur, celui qui est de garde va le voir. C'est comme ça que je suis un élément très très dangereux à surveiller de très près. Et c'est comme ça qu'il avait donné les consignes. Mais j'ai vécu avec ces gens-là comme ça. Finalement, eux-mêmes, ils étaient étonnés de moi. Oui. Puisqu'un jour, après 1 an et demi, un certain jour de Noël comme ça, le gardien chef est venu avec une bouteille de bière dans ma cellule, me donner. Je ne buvais même pas dans le temps. Il m'a donné la bière, il dit, bois ça. Je ne sais même pas pourquoi on arrête des gens comme ça. J'ai dit exactement ce qu'il m'avait dit. Et depuis que vous êtes là, vous ne provoquez personne. Je n'ai pas entendu votre voix avec un détenu ou avec qui que ce soit. Quand c'est le jour où vous dites seulement bonjour chef, bonsoir chef, et c'est fini. Vous ne vous fâchez pas, vous ne provoquez personne. Il m'a dit comme ça. Il dit si quelqu'un a un mal en lui et qu'il garde, il y a des jours où il va montrer les signes avant de cacher encore. Mais j'ai tout fait pour voir si vous avez quelque chose de mal en vous, vous cachez, je n'ai pas vu. Bon, quand il a fait comme ça, je me suis référé à Ponce Pilate, à Jésus devant Ponce Pilate. Donc il s'est lavé les mains devant moi pour dire que s'il me torture même, ça ne vient, ce n'est pas de sa volonté. Et j'ai vécu donc à partir de ce temps-là avec eux. On ne me dérangeait plus. Mais il m'a donné, alors il m'a dit, bon, maintenant, on t'a défendu de sortir, mais je vais te dire à mes sujets que chaque fois que tu veux respirer dehors, tu cognes la porte. Celui qui est de garde va te laisser, tu restes là dehors avec eux. Si tu entends la voiture sous-préfet, tu entres. C'est à partir de ce temps-là que j'ai commencé à vivre avec les gardiens dehors. J'étais devenu leur ami. Moi, je sais que c'était un bon chef. C'était un bon chef, un bon dirigeant. Et puis un bon formateur, puisqu'il était même enseignant avant le temps, avant d'être dans la lutte. Parce que vraiment, il était très bon. Il était très très intelligent aussi, parce que durant le temps qu'il nous formait, je n'avais jamais vu une brochure entre ses mains, même un bout de papier comme ça, à titre de référence. Donc il était très 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 intelligent, très très doué. Et je n'avais jamais vu triste. Il était toujours souriant. Voilà. Cela montrait que... Parce qu'un chef qui n'est pas souriant comme il était, pouvait décourager ses sujets dans les conditions difficiles où nous étions. Mais quand il est là, c'est comme... ça nous donne du courage de vivre et de l'imiter aussi. C'est grâce à lui que nous sommes devenus ce que nous sommes. La magie. Moi, je peux dire que... Mais la magie,
la magie existe, vous comprenez, non? Mais ça a une limite. Parce que quand nous étions au village UP6, là, quand nous étions les combattants, là, les militants donnaient la magie, quoi, pour la vaccination, même pour frotter comme ça, là, pour vous dire quand vous allez en guerre, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Mais c'est quelque chose qui avait des limites aussi. C'est quelque chose qui avait des limites. Et cela ne produisait pas la même chose chez tout le monde. Hein. C'est-à-dire ça pouvait agir différemment chez vous et autrement chez l'autre. Ça dépendait de l'organisme, je ne sais pas. Et puis, ce sont les militaires qui partaient faire la publicité à notre place. Parce que vous-même, quand on vous frotte, on vous vaccine, on fait quoi? Vous ne voyez pas que vous êtes différent de ce que vous êtes maintenant. Vous ne voyez rien. Donc, ce sont eux qui partaient dire que quand ils tirent sur nous, on s'envole comme des oiseaux. Alors, ce sont eux qui faisaient la publicité. Et même ça, la magie, ça pouvait agir, mais ça a une limite. Ça pouvait faire 2 mois, 3 mois, ça ne fait plus. Et ce n'était pas facile même d'avoir ces produits-là, puisqu'on était nombreux, et puis pour trouver un produit comme ça, ce n'était pas facile. Donc, je ne dis pas que la magie n'existe pas, mais ça existe, mais ça a des limites. Et avoir des produits comme ça puissants, ce n'est pas facile de les avoir. Et pour aider beaucoup de gens comme ça.